Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous êtes en pleine forme en ce mercredi matin. Eh bien, je vous propose qu'on commence par le sommaire du jour. Nous nous intéresserons d'abord au tourisme fluvial. Il a la cote en Bretagne et bénéficie même d'un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années. La Bretagne qui redécouvre l'intérieur de ses terres et ses voies navigables. Nous ferons le point avec Jessica Viscard du comité régional du tourisme de Bretagne. Nous vous ferons également découvrir une autre forme de tourisme avec le Dodobus Hôtel, un car transformé en hôtel qui va sillonner les routes du Finistère. Sa créatrice, Laurence Herzog, nous présentera Oscar, c'est le petit nom qu'elle lui a donné. On parlera aussi de l'Elf, une épicerie solidaire et itinérante, une très belle initiative de mixité sociale récompensée récemment par les trophées bretons du développement durable. Ensuite, nous ferons un zoom sur la communauté Emmaüs bretonne en compagnie de Guéric Baranowski, responsable d'Emmaüs Rennes, qui sera présent au Salon Emmaüs National qui se tiendra le dimanche 23 juin à Paris, porte de Versailles. Enfin, connaissez-vous l'art japonais du haïku, ces petits poèmes très courts? L'illustrateur quimpérois Yves Cotten en est passionné et il en a subtilement transformé certains en dessins dans un très beau livre paru chez Locus Solus. Voilà pour le menu du jour. Nous allons naviguer sur ce plateau ce matin en très bonne compagnie, en compagnie de Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. De Mathias. Bonjour. Enchantée, bienvenue. Et Laurence. Bonjour. Vous êtes une habituée, c'est la deuxième fois que vous venez. Oui, presque. Voilà. Et puis Catherine, bien entendu, l'incontournable. Catherine. Bonjour Laurence, ça va bien? Ça va impeccable. Oui. Allez, avant de vous retrouver tout à l'heure pour un petit billet d'humeur, justement, puisque le thème du jour c'est le tourisme fluvial, eh bien naviguons tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, le charme du voyage le long des canaux et des fleuves. Voguer paisiblement au rythme du courant et des écluses. Pas étonnant que le tourisme fluvial attire de plus en plus de monde. Chaque année, plus de 10 millions de personnes jouent aux marins d'eau douce pendant leurs vacances. Enfin, la plupart font juste une promenade. Mais en péniche hôtel sur le canal du Midi ou encore en paquebot fluvial sur le Rhin, on peut aussi vivre une vraie croisière sans partir au large. Il faut dire que même sans quitter l'Hexagone, il y a de quoi naviguer. 8500 km de voies navigables. Cocorico, nous avons le premier réseau d'Europe. Mais attention moussaillons, comme sur la route, il y a des règles pour naviguer sur les fleuves et les canaux. Pour être capitaine d'un bateau de plus de 5 mètres de long ou d'une puissance de plus de 4,5 kW, il faut un permis. Comme sur la route, il y a des limitations de vitesse, des règles de stationnement ou de dépassement. Pas question de jouer les pirates d'eau douce. Il faut même une certaine technique, notamment pour passer les écluses. Et si vous avez le mal de mer, enfin de fleuve, vous pouvez toujours suivre le courant à cheval, à pied ou en vélo. Car les voies navigables sont très souvent bordées de chemins. Et oui, jadis, on tractait les péniches avec des chevaux ou même à la force des bras. Mais avant d'être un moyen de transport pour touristes en quête de lenteur et de paysages bucoliques, les péniches et les barges servaient avant tout au commerce. Allez, souquez les artimuses, levez l'ancre, on part en vacances. Moi, je n'ai pas changé d'âme. Bon, alors oui, on arrêtera là. Vous êtes du genre à faire les petits bateaux en papier ou plutôt à carrément avoir le pied un peu, allez, on va dire marin, parce qu'on ne parle pas de mer. Non, mais ça fait rêver quand même, ça fait rêver. Là. Puis surtout la fraîcheur, là. Quand l'été arrive, on se dit, cette verdure, cette fraîcheur du fleuve, elle est intéressante quand même. Alors je ne vais pas vous faire un discours fleuve, Laurence, rempli de formules bateau, vous connaissez, c'est pas mon genre. Non, parce que sinon vous allez dire que je fais ma touriste. Et puis ça, c'est le risque quand même de partir à la dérive, à défaut de faire couler beaucoup d'encre. De devoir sortir les rames. Oui, c'est pas facile, on est mi-juin. J'en suis là, j'en suis au jeu de mots. Et vous avez remarqué que quand on dit éclusier, péniche, si on le dit d'une certaine manière, ça peut paraître comme des gros mots. Voilà, fin de la parenthèse. Oui, je sais, je suis complètement barge, Laurence. Mais voilà, on est mi-juin. On est mercredi et j'avoue que, surtout avec un thème comme ça me donne envie d'aller en vacances. Ça vous donne pas envie d'être en vacances un peu? On est bien ici. Bah non, moi je suis bien là. Oui. Mais quand même, imaginez, là, à la fraîche, sur une rivière, un bout de canal, bien sûr. À l'ombre des arbres, ne quitter son lit que pour rejoindre celui de la rivière, voir au rythme des écluses et des clapotis, voir les bicyclettes, les piétons, les pêcheurs, ceux du dimanche, ceux qui vont
pas qu'on fesse, ceux qui sont sur le bord de l'eau, et puis traîner notre teint halé sur les chemins de halage. Voilà, ça c'est le rêve. Mais c'est pas tout de suite, Laurence, on a une émission à faire, Je heureusement. sais. Vous allez nous vendre du rêve, je le sais, comme d'habitude. On va vous vendre Donc ça va. forcément vous vendre du rêve. On n'est pas si mal. Merci Catherine. Et on est bien entourés justement, ça tombe bien. Avec vous Jessica, on va parler de ce tourisme fluvial qui a la cote en Bretagne. Alors, d'abord on va vous présenter, hein. Vous êtes la responsable du pôle observatoire et développement du comité régional du tourisme de Bretagne. Alors, combien de kilomètres de voies navigables compte la Bretagne d'abord? Dites-nous tout quand même. Parce qu'on a parlé de 8500 kilomètres en France et la Bretagne. Alors, ils viennent s'ajouter à ces 8500 parce que le réseau breton ne fait pas partie du réseau des voies navigables de France. On est encore à part. Encore à part, voilà. Et c'est vrai qu'on a plusieurs axes. On a notamment le canal de Nantes à Brest, on a le canal d'Île-et-Rance, donc un petit peu au-dessus de Dinan, et puis après qui rejoint la Vilaine jusqu'à Arzal, et puis le Blavet qui permet vraiment de mailler le territoire dans son intégralité. D'accord. Alors, combien de millions d'euros de retombées économiques sur justement ce tourisme fluvial? On peut vraiment dire qu'il a la cote? On peut vraiment dire qu'il a la cote et qu'il est en progression depuis un certain nombre d'années. Et il y a eu un vrai travail de fait autour de la structuration, notamment du canal de Nantes à Brest, mais on va dire des voies d'eau en Bretagne au cours des 10 dernières années. Par le conseil régional notamment. Il y a beaucoup de monde à travailler autour de ces axes. Et aujourd'hui, on estime à peu près à 7,3 millions d'euros les retombées économiques autour des axes fluviaux en Bretagne. Combien de kilomètres parcourus chaque année 520 000, quelque chose comme ça. C'est énorme. Ça doit faire 13 fois le tour de la Terre, je crois. C'est pas mal. Qui est séduit plus particulièrement par ce tourisme fluvial? Est-ce que c'est justement les Bretons eux-mêmes qui finalement redécouvrent l'intérieur de leur terre, l'intérieur de leur région? Alors, ils sont très présents, ça c'est sûr, puisqu'on a aussi bien des plaisanciers qui sont sur leur propre bateau que des plaisanciers qui vont avoir loué à la semaine ou au week-end un bateau pour naviguer. On a donc beaucoup de Bretons, mais on a aussi beaucoup d'étrangers et proportionnellement plus qu'en moyenne au niveau régional. En moyenne, au niveau régional, on a 17% de touristes étrangers. Sur les voies navigables, on est à 32-33% de touristes étrangers qui naviguent sur nos canaux. Alors, les touristes étrangers, c'est assez vaste. Qui particulièrement adore les canaux bretons? Alors, sans révéler de scoop, je dirais qu'on a les clientèles européennes, bien entendu, qui sont nos principales clientèles étrangères, les Anglais, les Suisses, les Allemands, qui aiment beaucoup nos canaux. Et puis, on a des particularités, par exemple, la clientèle australienne ou nord-américaine, qui va privilégier ces espaces-là pour leur séjour en Bretagne. Ils ont bien raison. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement, justement, sur ces canaux, enfin, toutes ces voies navigables? Eh bien, je dirais qu'ils retrouvent là la quintessence de l'art de vivre à la française, ce qu'ils peuvent, eux, imaginer. Le calme, l'aspect vraiment paisible, la possibilité de découvrir nos paysages, mais aussi notre gastronomie, avec des petites haltes gourmandes par-ci, par-là, qui peuvent s'accorder. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils viennent vraiment découvrir sur nos canaux. On peut dire que les canaux bretons ont des spécificités, des particularités? Alors, on n'est pas les seuls, mais c'est vrai que ce qui est vraiment apprécié sur nos canaux, c'est l'aspect humain. On a encore la chance d'avoir des éclusiers qui jalonnent le territoire et qui sont là pour faire l'éclusage des plaisanciers. Et il y a beaucoup d'endroits en France où maintenant c'est de l'éclusage automatique. Donc forcément, ça donne un plus. Et c'est vrai que quand on interroge les usagers des canaux bretons, ils nous ressortent que l'accueil des éclusiers, le fait qu'il y ait un contact humain au cours du parcours est vraiment, vraiment agréable. Alors, si on veut tester ce tourisme fluvial, vers qui on se tourne, dites-nous, dans notre région? Alors, il y a beaucoup de loueurs implantés le long des canaux maintenant. Je dirais qu'il y a un petit pool aux alentours de Redon, qui est le carrefour des voies navigables en Bretagne, où toutes se croisent. Donc là, vous avez des loueurs qui peuvent... Parce que ça irrigue bien la sûr, Vilaine, le canal d'Île-et-Rance et le canal de Nantes à Brest. Donc voilà, vous pouvez choisir, selon si vous voulez naviguer 2 jours, 1 semaine, d'opter plutôt remonter vers Rennes, descendre vers Nantes, aller vers Josselin. Vous avez le choix des directions au niveau de Redon. Et là, vous avez des loueurs et vous pouvez louer un petit bateau pour 2 jours, pour 1 semaine, pour plus si vous le voulez, pour naviguer sur nos canaux. Vous avez une idée des tarifs qu'il faut compter pour la journée, par exemple, si on veut se promener un petit peu? Je vais vous dire des bêtises. Bon, alors il faudra se renseigner. C'est ça. On a toutes les infos possibles sur le site du Comité régional du tourisme. Et puis, sachez que le guide du routard, mais c'est avec votre collaboration, sortira un nouveau guide très prochainement,
les canaux de Bretagne. On recevra d'ailleurs Philippe Glohaguin, le fondateur du Routard, le jeudi 27 juin dans cette émission. Voilà. C'est un vrai travail des voies navigables aussi, Oui. la direction des voies navigables du Conseil régional sur cet ouvrage et sur toutes les voies navigables. Très bien, merci beaucoup. Je vous en Jessica, prie. vous connaissez, Mathias, les voies navigables? Est-ce que vous avez déjà navigué sur les canaux? Jamais. Voilà, écoutez, hein. Je m'y intéresserai. Parce que vous qui avez une épicerie itinérante, ça pourrait presque se faire sur une péniche également. Ça serait pas Pourquoi pas. le même. Hein, c'est une idée, ça. Hein. Voilà. Laurence, vous connaissez, vous qui voyagez beaucoup en bus d'habitude, mais De bus a pris les canaux, non, pas encore, bientôt. mais vous connaissez vous, Je connais, les canaux j'aime beaucoup l'idée et j'ai toujours rêvé de faire les canaux, mais du côté de la Hollande pour voir les moulins, la Belgique, le côté flamand. Ouais. Mais il y a des belles choses aussi chez nous. Pas besoin d'aller Oui, si c'est loin, certain, en fait. c'est certain. Pour Et vous, découvrir Catherine des choses. Mais oui, mais éclusier, c'est toute l'année ou c'est un peu, ça peut être le job d'été des rêves, de rêve aussi. Alors la navigation en Bretagne, elle se fait du mois d'avril au mois d'octobre. D'accord. Voilà, donc on peut être éclusier. Et oui, il y a des saisonniers durant l'été, puisque les éclusiers aussi partent en vacances. Parce que l'hiver, ils travaillent sur l'entretien des voies navigables, des canaux, des écluses. Donc ils partent aussi en vacances. Donc ça peut être le job de rêve. Un plan, ouais. Voir passer les péniches et puis rencontrer plein de gens et tout. Très bien. Ouais. Lui dites pas trop parce que j'ai pas envie de la perdre d'avril à octobre. Hein. Je vous dis tout de suite. C'est noté. J'envoie mon CV. Je compterai tous les jours. Alors, merci. Bon, alors il y a les canaux, mais il y a aussi la mer. La Bretagne n'échappe pas à la tendance des croisières. Vous imaginez bien un marché porteur. En 2018, les ports de Saint-Malo, Lorient et Brest ont ainsi accueilli plus de 40 000 passagers. Je vous propose de regarder ce reportage d'Hélène Pédèche et de Thierry Brier. Le Champlain est arrivé au large de la cité corsaire au petit matin. À bord, les passagers s'éveillent tout juste. Déjà, le personnel s'affaire pour préparer l'escale. Partie de Lisbonne, cette croisière de 8 jours s'achèvera à Londres. Cette semaine, on est 159 passagers. Et c'est vrai qu'on est sur la découverte des escales, la rencontre avec les peuples locaux. Et puis, en effet, beaucoup d'histoires, beaucoup de culture et beaucoup de conférences. La saison des croisières a démarré à Saint-Malo début avril. Jusqu'en octobre, 42 navires s'y arrêteront, ce qui place la ville au 4e rang des ports d'escale pour la façade Manche-Atlantique. Encore plus qu'ailleurs, le marché de la croisière connaît une forte croissance en Bretagne. En 2 ans, le nombre de passagers a augmenté de 64%. Une clientèle qu'il convient de soigner tant la concurrence est rude. Comme plus de la moitié des croisiéristes en Bretagne, les passagers du Champlain sont américains. Il nous est interdit de les filmer. Rien ne doit perturber l'accueil 5 étoiles qui leur est réservé. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de surprise, que tout soit anticipé en amont de l'escale, que les passagers puissent débarquer très rapidement pour prendre leur autocar et aller vers l'excursion choisie, que les passagers qui soient en passagers libres et indépendants puissent visiter la ville ou visiter la Côte d'Émeraude de manière fluide et sans encombre. C'est ça l'enjeu. Et justement, à la sortie de la gare, Elisabeth Gouzien repère un détail qui la chiffonne. C'est essentiel que l'accueil soit parfait et qu'il n'y ait surtout aucun dysfonctionnement. Voilà, un des passagers peut se prendre dans le tapis. C'est pas qualitatif et c'est pas du tout représentatif de la qualité d'accueil qu'on doit donner au port de Saint-Malo. L'organisation est d'autant plus soignée que l'escale est chronométrée. Ici, les croisiéristes ont à peine 5 heures pour partir à la découverte du Mont-Saint-Michel. En Bretagne, seul le port de Brest est dimensionné pour accueillir des paquebots de grande taille, jusqu'à 3000 passagers. À Saint-Malo, le port s'est positionné sur un autre marché. On cherche plutôt la croisière haut de gamme, parce que les bateaux qui vendent la croisière haut de gamme, ce sont des petits bateaux tels qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des bateaux qui accueillent entre 500 et 1000 passagers, qui peuvent à la fois être au niveau de la Rance, mais également rentrer dans Saint-Malo. Lors des escales effectuées en Bretagne, un croisiériste débourse moins de 50 € contre 90 € partout ailleurs. Pour la région, propriétaire des ports, l'objectif n'est donc pas d'accueillir plus de passagers, mais plutôt de les amener à dépenser davantage lorsqu'ils sont à terre.
Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble pour offrir quelque chose de différent, une expérience différente. C'est vraiment, c'est effectivement la gastronomie, ce qui fait notre identité. À un moment donné, ça peut être aussi un spectacle particulier sur une petite demi-heure, sur 1 heure. Ça peut être du savoir-faire, ça peut être une petite escale sur du voilier patrimonial. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser de l'argent sur des choses un petit peu différentes de ce qu'ils peuvent trouver dans d'autres ports d'escale et qui correspond vraiment à notre identité. Une identité qui passe par l'image d'un littoral préservé. La région Bretagne se veut rassurante. Pas question de voir Brest, Lorient ou Saint-Malo accueillir des mastodontes comme à Venise. Selon l'association France Nature Environnement, un grand paquebot à quai polluerait autant qu'1 million de voitures. Ah oui, ça fait réfléchir quand même. Bon, alors beaucoup plus écolo, le Dodobus Hôtel. On a la chance d'avoir sa créatrice avec nous, Laurence Herzog. Hein, c'est beaucoup plus écolo quand même. Ah oui, et puis de la récupération. J'aurais pu acheter un bus neuf, mais non. Effectivement, vous allez tout nous raconter. Vous étiez déjà venu en décembre 2018 nous présenter ce beau projet avec la plateforme Kengo, puisque c'était soumis au financement participatif. Et ça a bien évolué depuis. Oui, j'ai obtenu mon financement bancaire et puis dès janvier. Et puis j'ai pu me lancer dans les travaux, faire intervenir les artisans. Les gens étaient prêts dans les starting blocks, donc c'était parti. Alors rappelez-nous quand même d'abord d'où est venue cette idée, comment est venu ce Dodobus, d'où il vient d'abord ce Dodobus que vous avez J'ai acheté nommé chez un Oscar, autocariste. c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Je l'ai baptisé Oscar. Et pour le personnaliser, c'est une seconde vie pour lui comme pour moi. Donc du coup, nous sommes partis sur le même voyage ensemble. Et puis sa réflexion a commencé donc en janvier. Je l'ai acheté chez un autocariste il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, on le voit, il est tout beau, tout prêt à travailler. Donc il y a 2 ans, et depuis, les choses ont beaucoup changé. Quelle était l'idée de départ en fait? Le Dodobus Hôtel, ça devait servir à quoi? C'est toujours, l'idée de départ est toujours présente. C'est avant tout de suppléer au couchage, mais dans une forme insolite pour faire voyager les gens qui ne partent pas très loin finalement. Le voyage, il commence dans la tête pour tout le monde. C'est vrai. Donc c'est ce que je propose avec Dodobus Hôtel. C'est-à-dire qu'on va dans un lieu et si on n'est pas tout à fait en état de rentrée, on va dire, pas tant que ça. C'est-à-dire pas que ça. Pour tout dire, ça, c'était l'idée de base. C'est pas seulement un endroit où on peut cuver entre guillemets. J'espère que non. Mais bon, voilà. J'aspire à mieux. En fait, j'ambitionne plutôt que Dodobus apporte du rêve et permette le partage en famille, entre amis. En fait, ce sont 4 propositions. La première, c'est l'hôtellerie, bien sûr, puisqu'on peut y dormir à 15. La seconde, c'est pour l'événementiel. C'est un grand salon, en fait, de qualité, j'espère, parce qu'il est convertible très rapidement, en 12 minutes. D'accord, en 12 minutes. Alors, on voit, c'est très joli. Voilà. Et la troisième version, la troisième proposition, c'est l'itinérance premium, comme je l'ai appelé, qui permet d'emmener 8 personnes, puisque maintenant, sur sa carte grise, c'est un camping-car, et que ça veut dire voyager à bord, avec moi et visiter le patrimoine et les restaurants gastronomiques sur le chemin. Ah, il y a de la concurrence. Voilà. On voyage à 8 et on dort à 15. Oui, ça veut dire que ça prête aussi à la rencontre sur place ou Oui, éventuellement. C'est surtout une histoire de loi, puisque je ne peux pas emmener plus de 8 personnes. Il n'y a que 8 sièges, et 9 avec ils auront la place le chauffeur. Pour dormir. Ouais. Voilà, et en revanche, ils auront la place pour dormir. Et en événementiel, évidemment, il y a énormément de place aussi. Et puis, la dernière proposition, la 4e, c'est celle de proposer à ces hôtes, aux personnes qui ne peuvent pas profiter de Dodobus parce qu'elles n'ont pas un jardin assez grand ou le portail est trop petit, de pouvoir profiter d'endroits insolites avec des gens avec lesquels je suis partenaire. Donc ça veut dire des manoirs, des châteaux, des endroits vraiment fabuleux où mes clients se sentiront privilégiés, je l'espère. Voilà. Et alors, en ce qui concerne l'itinérance, est-ce que vous proposez justement des itinéraires, des choses un peu originales? Dans le pays Bigoudin. Dans le pays Bigoudin. Oui. Je suis beaucoup aidée par le pays Bigoudin, donc c'est ma façon de le remercier aussi. Et puis, pour être très honnête, le gasoil, ça coûte cher. Et le pays Bigoudin, voilà, ça reste quand même une circonscription accessible et pratique pour Dodobus. Et jolie. Et très jolie, voilà, très variée. Ouais. Il y a des sites en particulier que l'on peut visiter dans le pays Bigoudin avec vous? Tout est à visiter, c'est fabuleux, c'est vraiment extrêmement joli et sauvage, il y a vraiment beaucoup à faire et à découvrir. Alors ça y est, là vous êtes dans les starting blocks, les réservations commencent, fin juin officiellement, mais oui. ça y est, elles ont déjà commencé, effectivement. De quelle façon on réserve?
On se rend sur le site et après lecture de tout l'historique, si on a la patience, on remplit une fiche de technique, de contact en fait, de devis, d'informations, comme on le veut. Et puis je renvoie un devis personnalisé puisque finalement ça dépend du lieu de livraison et des options choisies. Ouais, donc c'est vraiment du cas par cas, du à la carte. Tout à fait. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, bon, on réserve pour la rentrée. Pour une petite sieste dans le pays Bigoudin. Petite sieste dans le pays Bigoudin. Avec plaisir. Super. Je vous embarque. Vous connaissiez déjà une initiative comme celle-ci? J'en avais entendu parler, mais je suis contente de découvrir le projet réalisé. Ça peut être complémentaire avec les péniches et les Bien sûr, canots. c'est une offre d'hébergement complémentaire à ce qui peut déjà exister en Bretagne. Et c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui en recherche d'expériences dans le tourisme, d'effets un peu waouh, de choses insolites. Typiquement, Dodobus peut y répondre, je pense. Tout à fait. Et comme le dit l'émission, c'est mieux ensemble. On va travailler. Exactement. Vous voyez, ça fait des belles rencontres, tout ça. Et puis, on va faire une troisième belle rencontre avec Mathias Montigny. Bonjour Mathias, bienvenue. Vous êtes co-créateur de l'association l'Elfe, c'est bien ça? C'est ça. C'est une épicerie solidaire et itinérante. Voilà, on y est toujours dans la mouvance. Vous nous venez du Morbihan. Vous et votre compagne Émilie, vous venez d'être récompensés par les 13e trophées bretons du développement durable pour votre travail effectué avec cette structure. Expliquez-nous un petit peu quelle était la volonté de départ et de quelle façon vous l'avez fait évoluer. Alors, c'est un projet qu'on a mis, qui a commencé à émerger dans nos têtes il y a pas loin de 3 ans maintenant, où en fait on avait fait plusieurs constats sur notre territoire, qui est très rural, où on avait vu qu'il y avait beaucoup de petits commerces en centre-bourg qui disparaissaient, il y avait beaucoup de personnes isolées, qui avaient des problèmes de mobilité. Et étant travailleurs sociaux, Émilie comme moi, en fait on a voulu imaginer de quelle manière on pourrait apporter une contribution, en fait, apporter des réponses à tout ça. Et de là est née donc cette association l'Elfe, où avec nos petites mains, nous avons aménagé une caravane qu'on avait aidé au préalable et puis qu'on a aménagé en épicerie et on a décidé de parcourir les routes. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre épicerie? Il y a un petit peu de tout, à quel prix? Tout ce que l'on peut trouver dans une épicerie traditionnelle, j'ai envie de dire, en termes de choix de produits. Après, nous avons fait le choix des circuits courts. On a fait appel à des producteurs et artisans locaux. Aujourd'hui, on travaille avec 29 personnes qui viennent donc alimenter régulièrement notre épicerie. Donc il y a des tarifs, il y a une prise en charge par l'association d'une partie des denrées ou pas? Tout à fait. Quand il y a des tarifs, un tarif solidaire entre guillemets. C'est ça, on a mis en place une caisse solidaire en interne où chaque adhérent peut mettre quelques centimes, quelques euros comme il le souhaite pour alimenter cette caisse. Et nous avons aussi des dons, des surplus de jardin ou de maraîchers qui nous donnent pareil du surplus qu'on vend à prix libre. Donc qui permet aussi aux personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources de se fournir en légumes notamment pour pas cher. J'ai vu des échanges de bocaux vides. Vous faites aussi des formules en vrac ou Nous faisons essentiellement du vrac, oui. Donc il y a une vraie démarche, circuit court, écologie, etc. Enfin vraiment c'est complet. Et ça va même au-delà de ça parce que vous aidez parfois les personnes dans les paperasses administratives. Enfin voilà, tout à fait. C'est vraiment, on est bien au-delà de l'épicerie, du rôle de l'épicerie. On est dans quelque chose, dans une forme de tiers-lieu quasiment. À partir du moment où on a fait tous ces constats des manques qu'il pouvait y avoir dans nos campagnes, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait y apporter. Donc, et il est apparu qu'effectivement l'aide administrative était intéressante et importante pour nous. Parce qu'on avait fait un diagnostic territorial par rapport aux personnes qui pouvaient être en précarité ou qui avaient des difficultés notamment pour remplir des démarches administratives. Et donc on a voulu faire du primo-accueil en fait en tant que travailleurs sociaux et pouvoir aiguiller et informer les gens sur les droits auxquels ils pouvaient bénéficier. Et on ne se substitue absolument pas aux travailleurs sociaux de secteur. Disons qu'on fait un premier accueil et on dirige ensuite vers le service compétent. Et puis chacun peut y venir faire ses courses finalement, parce que vous dites il faut éviter toute stigmatisation. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. On avait la certitude que si on s'adressait qu'à des personnes dites précaires, personne ne viendrait. Parce que les villages sont petits, peur d'être vu par son voisin.
Et on s'est dit, quitte à répondre à un besoin, notamment en termes de commerce, autant s'adresser à tout le monde, et ce qui nous donne une viabilité économique aussi. Ça permet de ne pas trop dépendre de subventions. Et je dis bien pas trop. Pas trop, oui, justement, on va y revenir. Mais Ça tombe bien. ça fonctionne très bien. Ouais. Alors vous aimeriez, puisqu'on on parle de budget effectivement, parce que vous êtes un peu à un moment charnière là, au niveau de l'association, vous aimeriez quand même que les collectivités puissent peut-être vous aider, enfin s'impliquer, en tout cas les collectivités territoriales s'impliquer peut-être un petit peu plus. Oui, effectivement. Après, c'est un petit peu logique aussi, parce qu'on était considéré comme étant assez atypique dans notre projet. C'est vrai que mélanger un petit peu tout ça, mettre tout ça dans un shaker, ça a pu faire peut-être un peu peur aux institutions. On a commencé nos tournées il y a presque 9 mois maintenant. Nous avons 270 adhérents à ce jour. On a une moyenne de 130-140 adhérents qui viennent faire leurs courses par semaine. Voilà, il y a eu des aides, on a fait pas loin de 80 aides, des achats aidés, comme on appelle ça. Sur ces 8-9 mois, donc juste avec nos petites mains. Donc voilà, je pense que l'épreuve, nous avons fait nos preuves et on aimerait développer, pouvoir pérenniser déjà, surtout, parce que jusque-là, c'est que du bénévolat. Et on aurait besoin de matériel aussi, parce que la caravane... Vous avez besoin de quoi, du coup? On a besoin de pousser les murs, en fait. Oui. On a beaucoup de demandes de produits. Nous avons 150 références différentes et on arrive au maximum des capacités. Et en fait, il va falloir qu'on investisse, qu'on réfléchisse sérieusement à investir dans du nouveau matériel. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous conseiller des bus, des grands bus. On me l'avait suggéré. On accroche la caravane derrière le bus. Ah, pourquoi pas. C'est Non, mais elle est vraiment fatiguée. Et on la les met sur une caravane. péniche et hop, c'est parti, tout le monde s'en va. Et on m'avait suggéré, effectivement, on m'a dit de prendre un car, parce que la caravane s'appelle la car à vrac. Oui. Et on m'avait dit, achète un car, comme ça, ce sera le car à vrac. Eh ben oui, voilà. Mais bon. Bon, vous allez en parler avec Laurence, il y a peut-être des solutions. Et puis vous avez des projets, parce que du coup, effectivement, comme vous dites, on a besoin de pousser les murs, mais pour ça, il faut aussi recruter, peut-être. C'est ça, on souhaite créer un premier poste de coordinateur social qui pourrait chapeauter tout ça. Et on a quand même quelques bénévoles qui viennent nous prêter main forte sur les différents lieux où nous nous rendons. Mais l'idée, ce serait de développer, alors pas à outrance, à terme, ce qu'on souhaiterait vraiment, ce serait d'avoir 2 véhicules, un qui circulerait dans le Morbihan et l'autre en Ille-et-Vilaine, parce que Vous êtes un peu à cheval. On est à cheval sur les deux. Ouais. Vous couvrez quelle commune, dites-nous précisément? Alors de la Trinité-Port-Ouët jusqu'à Ifindic. Nous rendons visite à 11 communes, alors soit par le biais de marchés déjà en place, donc avec d'autres camelots, soit directement place du village. Comme ça, on vous trouve, forcément. C'est ça. Incontournable. Et à la demande, on peut aussi se déplacer chez des personnes qui peuvent avoir des problèmes de mobilité. Ça nous arrive notamment à la Trinité-Port-Ouët, où une dame nous demande de s'arrêter chez elle. Donc ça fait son petit rendez-vous de la semaine. Elle est toujours contente de nous voir. Bon, on comprend vraiment bien pourquoi vous avez eu ce trophée breton du développement durable. On peut vous suivre sur votre page Facebook, l'épicerie solidaire en Brocéliande. C'est bien ça? Bon. Merci beaucoup, Mathias, pour cette belle initiative. Merci, Laurence. Je pense que vous allez avoir des choses à vous dire tous les deux. On va vous laisser. Si vous nous rejoignez, téléspectateurs, le thème du jour, c'est le tourisme fluvial. Et l'un de nos téléspectateurs nous a justement posé une question selfie. On va tout de suite l'écouter. Il s'agit d'Abdel. Bonjour, je m'appelle Abdel, j'habite Rennes et je me posais la question, est-ce qu'il existe un équivalent du code de la route pour les fleuves? Merci. En voilà une bonne question. Est-ce qu'il existe un équivalent du code de la route pour les fleuves? Eh bien, nous avons posé cette question à notre ami Billy qui est allé voir un moniteur de bateau école pour vous répondre, Abdel. Bonjour Vincent. Bonjour Billy. Alors on est là ce matin, on est venu te rencontrer parce que toi tu es professeur de bateau. Je sais pas si on dit ça comme ça. Alors je suis moniteur bateau en fait. Formateur bateau, ouais. Parce qu'on avait une question d'un téléspectateur qui était de savoir si le code de la route qu'on a sur la route là, il en existe un pour les fleuves. Tout à fait. Alors, même titre qu'il existe un code pour la voiture, même titre qu'il existe un code pour le côtier, pour le permis côtier, il existe aussi un code pour les eaux intérieures. Propre, avec une réglementation qui lui est propre. Avec des panneaux, des machins. Avec une réglementation effectivement qui, pour les gens qui passent le permis, pour les moteurs supérieurs à 6 chevaux. D'accord. Il faut effectivement, il y a une formation théorique
de 6h30, on va dire. Alors attends, tu obligatoire. dis inférieur à 6 chevaux, c'est-à-dire que je peux faire sans bateau, ça? S'il y a un moteur avec inférieur à 6 chevaux, enfin, qui est égal ou inférieur à 6 chevaux, oui. On n'est pas obligé de passer le Je permis. me rends pas trop compte ce que ça veut dire inférieur à 6 chevaux, mais c'est un petit C'est truc des qui... tout petits moteurs, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais, des tout petits Donc moteurs. au-dessus de ça, il faut passer un permis. Il faut passer le permis au intérieur. Ok. Voilà. Alors le permis, du coup, à partir de quel âge déjà on peut le passer? 16 ans. Ah oui. Oui. Pas à 18 ans. Eh non, 16 ans, c'est possible. Sur la mer, on peut le faire. Pareil. Ok, donc 16 ans, ça se déroule en combien d'étapes? Ça se déroule en 2 parties. Il y a une partie théorique et Ouais. une partie pratique. D'accord. Donc la partie théorique, il y a 5h30 plus 1h30 de sécurité armement. Donc on va dire que ça fait en gros, voilà. Sa sécurité, c'est les gilets de 6h30, sauvetage, des machins. Gilet de sauvetage, voilà. On aborde toutes les notions qui sont propres à la sécurité du bateau et à l'armement du bateau, à l'équipement du bateau. D'accord. Voilà, notamment. Et il y a 2 heures de pratique par personne obligatoire pour apprendre toutes les notions. En fait, toutes les notions pratiques nécessaires à un bon usage du bateau en eau intérieure. Donc les notions pratiques, c'est-à-dire on va savoir à quelle vitesse on roule. D'ailleurs, on roule à quelle vitesse là, on le Alors sait là, pas. nous on navigue, on navigue à 10 km/h. Enfin, Ah, là, 10 km/h. on est en eau intérieure, on parle en km/h. Ah oui, Ouais, parce que normalement c'est effectivement. des miles, c'est ça qu'on dit? C'est des nœuds. Des nœuds. Des Ah oui, nœuds. c'est des nœuds, pardon. Voilà, c'est les des miles, nœuds. c'est en Voilà. Angleterre ou aux Voilà, États-Unis. en je miles, crois. mais aussi dans le cas du côtier, on est en nœuds. Hein, on a une vitesse D'accord. de 2-3 nœuds. Enfin, voilà. Et là, on parle en kilomètre heure quand Là, même. on est, nous, dans le secteur où on est limité à 10 km/h. Ah oui, donc on va vraiment pas vite. C'est pour ça qu'on peut profiter là des abords de la Vilaine qui sont très bien. Et de Rennes, effectivement. Alors du coup, donc on est là, on a passé donc nos théories, on a passé la pratique. Voilà. Je peux dès le lendemain être là comme ça, maître de mon propre bateau. À partir du moment où l'examen théorique a été validé par les affaires maritimes, effectivement, on peut passer, et que la pratique a été faite, bien sûr, on peut effectivement utiliser son bateau. Et après, on progresse si on veut avec des voiliers, des machins et tout ça, on peut... Alors, dans le cas du voilier, il n'y a pas besoin du permis au intérieur. D'accord. Hein. Par contre, pour ceux qui veulent des péniches, des grandes péniches, qui font 20 mètres et plus, là, dans ces cas-là, il faut le permis grande plaisance. D'accord, à grande plaisance. Donc il y a plein de petits trucs spécifiques comme ça, mais ça, En vous plus, devez ouais. l'apprendre en théorie, je pense. Alors ça, on est dans un cas plus spécifique. Enfin, au niveau de la théorie, oui, mais pour la pratique grande plaisance, là, c'est plus en dehors de Rennes. C'est que ça se au-delà de fait. ça. Ah bah oui, parce que je pense bien que là, sur le petit Là, ça Vilaine, va on peut pas aller partir en pleine mer. Ouais. Bon, on a tous envie de faire ça, là. Là, t'es là depuis tout à l'heure, tu pilotes. Moi, je pourrais piloter, là. As-tu ton permis au intérieur? Je dis la vérité ou pas? Bah, il faut mieux. Non, je ne l'ai pas. J'ai pas le permis. Non, parce que tu n'es pas un élève. D'accord. Voilà, et comme tu n'as pas le permis, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas piloter ce matin, Non. Laurence. Désolé, tu ne verras pas me ridiculiser encore une fois. Eh ben écoute, merci beaucoup Vincent. Et Merci. puis nous, on va continuer à voguer là sur la Vilaine. Et j'ai envie de le dire, j'avais déjà dit la dernière fois, on va zouker les Artémuses. Eh ben, zoukons les Artémuses. Allez, bonne journée tout le monde. Merci Au revoir. Vincent. Au revoir. Merci Billy. Bon, il vous reste un peu de temps pour prendre quelques leçons. Allez. Maintenant, on va vous faire réagir, Jessica, sur ce reportage. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est tentant d'apprendre soi-même à naviguer. C'est tentant. Après, on a la chance aujourd'hui d'avoir une certaine offre de bateaux qui ne nécessitent pas d'avoir le permis. Alors, il faut quand même suivre les quelques règles qu'on nous donne au démarrage. C'est vrai que les loueurs prennent le temps de nous donner quelques consignes avant de nous laisser entre les mains des bateaux. Et voilà, on peut naviguer sans avoir le permis. Maintenant, on invite vraiment à la prudence et à la sécurité parce que y a certaines personnes qui ont quand même des gros bateaux, même sans permis entre les mains, et des fois font un peu n'importe quoi. Oui, alors attention aux imprudences. Merci Jessica. L'illustrateur Yves Cotten nous a rejoint. Bienvenue Yves. Pareil, vous êtes un habitué, vous étiez déjà venu une précédente fois pour nous parler du quatuor à cornes bien célèbre, hein, on l'évoquera tout à l'heure. Et puis Guéric Baranowski est avec nous. Bonjour Guéric, vous êtes responsable d'Emmaüs Rennes. Je sais que vous avez été très touché par ce dont on vient de parler avec Mathias Montigny, l'ELF, épicerie itinérante et solidaire. C'est une approche différente de celle d'Emmaüs, mais malgré tout, il y a des connexions quand même. Oui, effectivement, c'est le genre d'initiative qui me touche vraiment et qui me rassure aussi, parce que nous, qui sommes perçus comme étant une grosse association, avec des ramifications un peu partout dans les régions, mais aussi à l'international, on se sent souvent démunis par rapport à toutes ces situations d'exclusion auxquelles on fait face. Et quand on voit de telles initiatives, on ne peut être que rassuré. On n'est pas tout seul, en fait. Mais on le sait en même temps parce qu'ils sont nombreux à vouloir porter des projets comme celui-ci. Donc non, c'est un très beau projet qui fait beaucoup de liens, qui répond à beaucoup de choses et qu'il faut évidemment soutenir.
Bien évidemment, l'appel a été lancé, évidemment. Alors présentez-nous un petit peu votre communauté, parce qu'on parle de communauté chez Emmaüs, ce qui n'est pas un vain mot, et un mot utilisé au hasard, évidemment. Vous êtes combien dans la communauté Emmaüs de Rennes? Alors, moi, je suis responsable de la communauté Emmaüs de Rennes et des Saint-Malo. Donc, c'est une communauté Emmaüs qui est assez importante, effectivement, sur le territoire breton. C'est une des 6 communautés bretonnes qui, aujourd'hui, chez nous, on accueille 80 personnes, c'est-à-dire 80 personnes qui ont vécu des situations d'exclusion qui les ont, à un moment de leur vie, effectivement, amenées à nos portes. Ils sont majoritairement des hommes. Il faut savoir que depuis 4 ans maintenant, on a quasiment doublé notre capacité d'accueil pour faire face aux situations d'exclusion qui sont de plus en plus nombreuses. Auparavant, on n'accueillait que des hommes. Aujourd'hui, on accueille des femmes, mais aussi des familles. On a des enfants dans la communauté qui sont aujourd'hui scolarisés dans la commune de Hédé, où se trouve le lieu de vie. Et puis, pour permettre à la communauté de vivre, on est une douzaine de salariés aujourd'hui et les précieux et nécessaires 250 bénévoles environ qui nous aident sur nos sites de Saint-Malo, de Hédé, bien sûr, de Bru, où on est en train d'installer une nouvelle communauté, de Rennes et de la Gacilly. Donc, vaste communauté. On connaît bien vos ventes, évidemment, qui sont extrêmement importantes. Et puis, il y a la vente nationale, le salon annuel. Alors, exceptionnellement, l'an dernier, il n'a pas eu lieu. Mais cette année, nous avons cette chance. Le 19e salon Emmaüs national aura bien lieu. Ce sera le 23 juin, n'est-ce pas, à Paris, porte de Versailles. Vous vous y êtes préparé comment, dites-nous ? C'est un événement à chaque fois. Alors, c'est un événement important, d'autant plus que cette année, on fête les 70 ans du mouvement Emmaüs et les 50 ans d'Emmaüs International. L'internationalisation du mouvement Emmaüs avait été voulue par l'abbé Pierre dès les années 60, donc ça on le sait peu, mais effectivement très précurseur. Le mouvement Emmaüs est précurseur aussi dans le rapport qu'il a aujourd'hui au réemploi, à la réutilisation, effectivement à l'environnement. Et on voit souvent les communautés Emmaüs comme étant des lieux où on accueille des personnes en extrême précarité. Et moi, plutôt que de les inscrire dans le champ des associations dites caritatives, je préfère dire qu'on est plutôt dans le champ de l'entrepreneuriat social, parce que vivant sans subvention, vivant uniquement du fruit de notre travail commun, nous bénévoles, enfin nous salariés, les bénévoles et les compagnons, effectivement, on est soumis à une logique d'efficacité économique. Alors on a cette chance, nous en France, ça reste un mouvement très franco-français, sur les 350 groupes qu'il y a dans le mouvement Emmaüs au niveau international aujourd'hui, les 2/3 se trouvent en France. On a cette chance, nous en France, d'être dans un contexte socio-économique, politique plutôt favorable, qui nous permet de trouver des solutions pour aider les personnes qu'on accompagne. C'est pas le cas de tous les groupes au travers le monde. Et effectivement, le but de ce salon, Emmaüs International, qui renaît cette année des 50 ans d'Emmaüs International, c'est de lever des fonds, de faire preuve de solidarité entre groupes pour permettre de financer des projets à l'international. Toutes les communautés bretonnes vont s'y rendre à ce salon le 23 juin ? Cette année, oui. Alors, je vais vous faire une confidence, nous on n'y va pas tous les ans. Ça dépend des calendriers de chacun, ça dépend aussi de nos disponibilités, ça dépend de notre capacité à y répondre. Cette année, on tenait à y aller, donc on a une équipe qui va s'y rendre, de bénévoles et de compagnons. On a mis des choses de côté spécialement pour ce salon. Vous faites une sélection ? Exactement. De très belles pièces que vous gardez pour le salon ? On fait une sélection de pièces, et puis cette année, on a voulu aussi appuyer sur l'aspect politique de cet événement en se mettant aux couleurs d'un événement qui est porté par Emmaüs France depuis quelques mois maintenant, qui est en lien avec l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est relatif à la libre circulation des citoyens, auquel effectivement on est souvent contraint. Il faut savoir que dans les communautés Emmaüs aujourd'hui, on accueille majoritairement des personnes, donc des Français, mais aussi beaucoup d'étrangers. On a 25 nationalités chez nous aujourd'hui, de gens qui ont quitté leur pays pour des raisons qui sont évidentes. Ils ont fui des conflits ou des situations qui ne leur permettaient pas d'envisager un avenir dans leur pays. Et donc, nous, on leur permet d'être ici. Ils n'ont malheureusement pas toujours la chance d'avoir des possibilités d'être régularisés, mais le temps qu'ils sont chez Emmaüs, on les aide, on les accompagne, ils participent à notre projet. Et nous, comme on les connaît bien, on aimerait bien qu'un jour ils puissent effectivement aussi bénéficier d'un titre de séjour pour pouvoir travailler et puis rendre la monnaie de ce qu'on leur a, nous, offert aussi, en les accueillant quelques années chez nous. Mais écoutez, Guéric, merci beaucoup. Et pour vous aider, on se rend à ce salon Emmaüs à Paris, porte de Versailles, le 23 juin. C'est de quelle heure à quelle heure ? Alors là, vous me posez une colle, en fait. Je crois que c'est toute la journée. Mais venez. Mais on ira sur le site internet. Je suis sûre que vous vous y rendez, Catherine. Oui. Vous qui adorez la Chine, solidaire d'autant plus. Alors il y a toujours une bonne ambiance et des petits trésors qu'on aime, les choses vintage ou pas que d'ailleurs. Et les livres, tout ça, donc j'y vais
pas souvent, mais j'y vais régulièrement. Ouais, moi, j'y allais aussi beaucoup quand j'étais sur Nantes et j'aimais beaucoup à Bouguenais. Voilà, les ventes Emmaüs sont toujours riches et riches de contacts également, parce que c'est aussi ça, l'état d'esprit qui règne chez vous, n'est-ce pas? Jessica, après, vous rendez-vous dans les ventes Emmaüs? Ça m'arrive aussi, ouais, tout à fait. Et tout le monde. Yves? Oui, bah justement, j'étais en train de me dire que je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Donc, il faut que j'aille faire un tour à Emmaüs Quimper. Il y a... Alors Emmaüs, effectivement, Quimper et Rédéné. Il y a une très belle communauté à Rédéné, très dynamique. Et effectivement, il faut aller les voir. D'accord. Il faut aller faire un tour. Oui, je suis allée dans un Emmaüs, c'était en Mayenne, et malheureusement parfois c'est dangereux parce que je suis revenue avec une tapisserie d'une scène de chasse à courre qui fait à peu près ça sur ça. Je la garde toujours très précieusement quand même parce que c'est un petit trésor. Mais il y a de très belles choses aussi. Et des belles histoires liées à ces objets, très souvent. Oui, des belles personnes. Évidemment. On va maintenant vous faire une petite proposition de balade et de visite historique. Vous connaissez déjà peut-être le château de Dinan. Eh bien, si c'est le cas, il va falloir y retourner car de nombreux secrets sont à découvrir après des travaux. Eh bien, il vient en effet de rouvrir et des endroits jusque-là fermés au public sont désormais accessibles et intégrés à la visite. Eh bien, écoutez, on vous propose cette découverte de Baptiste Galmiche et Fabrice Leroy. Visiter le château de Dinan, c'est désormais voyager dans le Moyen-Âge. Sur fond sonore, le passage Mercœur qui relie les deux tours de la bâtisse ouvre entièrement pour la première fois au public. Autrefois, cette gaine militaire devait permettre à la garnison de voyager discrètement d'une tour à l'autre. En plus de la rénovation de certains espaces comme aussi la cour carrée, l'accent est mis sur la pédagogie. Un petit ordinateur interactif là pour voir, pour découvrir. Il y a une bonne signalétique pour lire un peu ce qu'il y avait dans les salles. Il y a des meubles un peu en fer là, modernes là, pour représenter. Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est sympathique. Oui, j'aime bien. Voilà, c'est pas vide. On est mieux plongé dans l'environnement, dans l'univers de cette époque-là, alors qu'on peut rester à une certaine distance dans d'autres bâtiments historiques qui ne sont pas aménagés de façon aussi ludique et pédagogique. Une rénovation de 2 ans à 1,3 million d'euros. Objectif, recentrer la visite du château sur l'époque médiévale. La ville veut ainsi attirer les touristes de Dinan qui boudaient jusqu'ici le château. Ça doit en faire un monument emblématique de la ville, le monument que l'on visite, le monument que l'on va voir. Le château de Fougères, c'est près de 100 000 visiteurs. Le château de Fougères, il est connu partout. Le château de Dinan mérite d'être connu aussi partout en Europe, partout en France. La ville de Dinan souhaite ainsi sur le long terme doubler la fréquentation, passer de 41 000 visiteurs par an à au moins 100 000. Voilà une belle idée de balade et de découverte à faire, mais pourquoi pas le week-end prochain. Allez, Yves Cotten est avec nous, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes l'illustrateur et auteur de la série d'albums pour enfants très connus, le Quatuor à cornes. Et vous étiez d'ailleurs hier à Rennes, au cinéma L'Arvor, pour l'avant-première du 2e épisode du Quatuor à cornes. Et oui, il y a une suite. Tellement de succès. Oui. Benjamin Bottella a travaillé sur un 2e épisode qui sortira, je pense, sur les écrans à la télé à Noël. Voilà. Mais il termine ça en ce moment et ce sera sans doute ensuite diffusé au cinéma à Noël 2020. D'accord. Voilà. Bon, on prendra déjà nos places. Ça doit être assez fantastique de voir ces personnages comme ça s'animer. Ce n'était pas du tout prévu à l'origine. Vous avez écrit ces albums jeunesse. Vos personnages, vous les avez imaginés sur papier. Mais là, les voir s'animer comme ça, c'est... Oui. C'est très étonnant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles vivent une deuxième vie. Alors, c'est une vie qui est très proche de celle que j'ai développée dans les albums, mais c'est quand même une vie un peu autre et un peu parallèle à celle des albums. Et c'est très étonnant de les suivre, parce que du coup j'ai une petite distance par rapport à leur vie sur écran, et je regarde ça. Oui, c'est ça. Je regarde ça un peu comme un spectateur et pas comme un auteur du coup. Il y a une partie un peu comme ça. C'est pas le même rapport. Alors, ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes aussi passionné depuis de nombreuses années par cet art japonais du petit poème très court que l'on nomme haïku, c'est ça? Qu'est-ce que c'est précisément? D'abord, définissez-nous peut-être ce que c'est avant tout un haïku.
Qu'est-ce qu'il définit? Un haïku, c'est un poème traditionnellement donc inventé par les Japonais il y a plusieurs siècles de ça. En fait, à l'origine, ce sont des gens qui se réunissaient par amour de la poésie et qui, chez un autre, en fait, faisaient une sorte de conversation en chacun apportant un poème à la conversation. Et chacun apportait un poème de 3 vers. Donc très court, quoi. Oui, voilà, et exactement. Souvent sur des petits riens, des petites choses toutes subtiles, presque imperceptibles, mais ce qui fait toute la poésie de cet art-là, quoi. Oui, oui. Et donc, au tout début, les haïkus étaient, dits par groupe de 10, 15, parce que la conversation incluait 10, 15 personnes, par exemple. Et puis, au fil du temps, on est arrivé à une forme un peu plus moderne, qui date d'à peu près un siècle, où on ne garde qu'un seul poème de 3 vers, et qui, donc, évoque en général une saison, où on retrouve aussi une grande importance accordée à la nature, à un moment vécu par celui qui l'a écrit, et donc un moment, en général un lieu, et donc une sensation. Ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment la poésie d'un instant, en fait. Ouais. Voilà. La poésie d'un instant. Alors, on en trouve régulièrement sur votre blog, et puis leur succès peut-être a fait que vous avez eu envie d'en faire un livre. Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, au départ, je les ai fait Ce vraiment... livre s'appelle Jour de haïku, je rappelle, et il est publié chez Locus Solus. Oui. En fait, au départ, je les ai fait vraiment pour mon plaisir, c'est-à-dire que il s'est trouvé il y a quelques années que j'avais vraiment envie de relire de la poésie. Et je suis tombé sur cette forme de poésie. Alors je savais qu'elle existait, mais je ne connaissais pas vraiment bien. Et je suis tombé sur quelques anthologies traduites en français. Et vraiment, j'ai adoré m'engouffrer dans tout cet univers. Et je me suis dit, assez naturellement, peut-être que ça vaut le coup d'en illustrer un ou deux pour voir. Et au départ, quand j'ai commencé à les illustrer, je les illustrais avec des êtres humains. Et j'ai commencé à les diffuser sur le blog sous cette forme-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai été rattrapé par un personnage que je dessine depuis plusieurs années dans mes carnets, qui est un personnage de chat. Et je me suis dit, ce chat pourrait être le fil conducteur entre tous les haïkus que je pourrais rassembler sous forme peut-être d'un recueil. Et donc, ce qui explique le sous-titre, Saison du chat au pluriel. Voilà, exactement. Alors, saison, c'est assez marrant parce qu'il y a 5 saisons dans le livre. Oui, là, il va falloir nous expliquer un petit truc. Oui. En fait, moi, j'ai rassemblé 40 illustrations et 40 poèmes sous les 4 saisons qu'on connaît ici. Et puis est arrivé Alain Carverne qui a préfacé l'ouvrage et qui est un grand spécialiste du haïku et qui nous a dit « Attention, au Japon, il n'y a pas 4 saisons, mais il y en a 5. Et donc, il faut rajouter la saison du Nouvel An. Ouais. » Et donc, on a ponctionné quelques haïkus de l'hiver pour faire la saison du Nouvel An. En fait, en gros, d'après ce que Alain Carverne m'a expliqué, la saison du Nouvel An au Japon, c'est une saison où les Japonais font le bilan de l'année, s'organisent, font un grand ménage dans la maison et planifient l'année qui vient. Donc, c'est une saison, en gros, c'est le mois de janvier, en fait, où ils mettent un petit peu tout en ordre. D'accord. Voilà. Grand ménage, ce que nous on appelle le ménage de printemps, que font en hiver. Bon, voilà. Alors on peut peut-être en lire quelques-uns, c'est joli. Automne par tous les chemins, derrière moi quelqu'un vient. Voilà. On peut en lire plein, nulle trace de celui qui a pénétré dans le bois d'été. C'est l'éphémère, c'est l'insolite, la poésie de l'instant, c'est ce que vous disiez. C'est très joli. Alors c'est tellement joli que l'aventure, elle va encore se poursuivre. Décidément, vous êtes un habitué des aventures qui se poursuivent un peu longtemps et qui prennent des chemins finalement que vous n'avez peut-être même pas imaginé au départ. Vous allez les exposer, ces dessins, à Vannes, la galerie Cécile Loiret, jusqu'au 6 juillet. C'est ça. Cette exposition, elle est née comment, cette idée d'exposition ?
Alors en fait, elle est née du fait que j'ai eu envie d'exposer mes dessins pour la première fois il y a quelques temps seulement. Et je me suis dit que comme ces dessins étaient ce que j'ai sans doute fait de plus personnel, c'était vraiment l'occasion d'essayer de les montrer. Et puis Cécile Loiret a accepté de les montrer dans sa galerie. Et je pense que pour ces dessins-là, c'est quand même pas mal d'aller mettre le nez dessus parce que ce sont des dessins sur papier à l'aquarelle. Et je pense que si on a la possibilité de les voir en vrai, je pense qu'on peut voir la différence qui existe entre un original et puis une image imprimée sur papier. Donc voilà, c'est un test pour moi parce que c'est ma première exposition finalement. Donc ça, c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Et pour voir les petits chats, alors nous aussi ça nous plaît beaucoup. Alors pour voir les dessins en vrai de près et pour voir l'illustrateur en vrai de près, eh bien vous vous rendez donc ce samedi 22 juin puisque vous serez là-bas à la galerie Cécile Loiret à Vannes pour des dédicaces. Vous serez en personne sur place donc à Vannes. Voilà, merci beaucoup Yves Cotten. On arrive déjà à la fin de cette émission. Vous connaissez vous des haïkus l'un et l'autre? Pas du tout. Non. Moi, pas du tout, mais j'ai eu la chance de les lire avant de rentrer en plateau. J'ai trouvé ça très apaisant, en fait. Oui, c'est très doux, très apaisant, effectivement. On devrait mettre ça entre toutes les poches, en fait, dans tous les sacs. Hein, ce serait chouette. J'ai un haïku, qui est très joli, c'est sur le matérialisme. Le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à la fenêtre. Voilà, j'ai toujours bien aimé ce haïku. Très beau. Il est magnifique. Merci beaucoup. Merci Catherine d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle journée. Demain, mardi, je vais y arriver. Je suis perturbée par l'haïku. On se retrouvera à 10h50 autour du thème du don d'organes, autrement un sujet délicat et sensible qu'il faut essayer d'aborder avec ses proches. Eh bien, c'est ce qu'on fera. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.